aux tests dans un projet digital et notamment au retour sur investissement des tests. C'est la problématique que l'on va suivre tout au long de cette présentation, qui abordera bien entendu des sujets un peu techniques, mais aussi des aspects très méthodologiques pour démontrer, si c'était encore nécessaire, l'intérêt des tests dans un projet digital. Alors, très rapidement, je vais me présenter, voilà, donc, puisque je vais être un des animateurs principaux de ce webinaire. Je suis Arnaud Pagné, je suis le directeur de l'avant-vente d'Adimeo, et donc ayant la responsabilité de construire avec mon équipe les offres commerciales des projets digitaux qu'Adimeo propose à ses clients. Et bien l'aspect retour sur investissement des tests m'intéresse, autant effectivement dans la pratique que nous avons en interne, que pour nos clients, voilà, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages et comment moi je peux mettre en œuvre dans mes propositions commerciales un argumentaire sur les tests. Donc j'aurai voilà, cette vision à la fois projet et à la fois très commerce des tests. Et pour co-animer ce webinaire avec moi, donc un versant technique de la problématique, Thibaut, bonjour et merci d'être là. Si tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Ça marche. Bonjour Arnaud. Donc oui, moi je suis donc Thibaut Play. J'ai deux casquettes principales chez Adimeo. Donc je suis product manager d'une solution qu'on a en interne. Donc la question des tests, elle me touche particulièrement justement sur le produit que je gère. Et je suis également leader d'une de nos équipes de développeurs chez Adimeo. Sacré indépendant. Et donc autant les tests sont au cœur de nos sujets sur ces deux casquettes pour le coup. Très bien. Encore une fois, merci de ta présence et voilà, tu seras sollicité sur les questions techniques puisque voilà, moi je suis très béotien en la matière. Donc tes lumières sont les bienvenues. Je vais présenter également Adimeo, c'est important, voilà, puisqu'on prend la parole sur les tests. Pourquoi sommes-nous légitimes pour vous parler des tests, pour vous en démontrer les avantages, les bénéfices et le retour sur investissement. Adimeo donc, est une société de prestation de services autour des vastes problématiques et des vastes projets du monde digital, donc à la fois des projets web, des projets applicatifs, des projets pour le monde du service, de la culture, de l'industrie. Et donc, voilà, notre promesse est d'utiliser les outils du numérique pour faire pour étayer la croissance de vos entreprises ou de vos activités. On va voir que les tests font vraiment partie aussi de cette promesse. Ce que fait Adimeo, c'est une longue chaîne de valeur de la prestation digitale, la création de nouveaux outils, mais c'est aussi de l'accompagnement au changement. Une fois de plus, les tests vont rentrer dans le cadre de ce savoir-faire, de ces compétences, à travers également aussi un savoir-faire technique sur les nouvelles technologies et sur les nouveaux usages des projets digitaux. Je détaille effectivement nos compétences et nos savoir-faire. Une partie, donc une business unit d'Imeo consacrée au conseil et à la stratégie, donc vraiment tout ce qui va être cadrage, prise en compte des problématiques, recherche de solutions. Une business unit, un pôle design et innovation à travers une équipe experte en UX et en UI afin de concevoir, de designer les produits, les services, les applications web. Et au cœur aussi de l'ADN d'Adimeo, une business unit consacrée à la production technique, donc des effectifs internes salariés d'une trentaine de développeurs, alors, sur plusieurs pôles, sur un pôle CMS, sur un pôle application métier framework. Mais voilà, c'est vraiment au cœur de notre savoir-faire que de produire les dispositifs que l'on conçoit en amont. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, on se sent légitime
de parler des tests et de la façon dont on les pratique au sein de cette équipe de production. Et puis, last but not least, une business unit qui est dédiée au marketing digital. Effectivement, tous les projets que l'on conçoit, que ce soit des sites web, des portails institutionnels ou marketing, et même des applications, il y a besoin de les animer et à travers une équipe experte sur ces problématiques, voilà, nous savons prendre aussi en main la partie d'exploitation des projets digitaux que nous avons conçus et réalisés. L'objectif de ce webinaire, c'est vous donner effectivement des clés et des compréhensions sur ce que sont les tests, d'en comprendre les avantages et surtout, je pense, puisque j'imagine que parmi vous, beaucoup ont quand même quelques notions ou ont déjà entendu des choses sur les tests, c'est certainement de démystifier et de porter en faux quelques contre-vérités sur les tests. Donc, pour atteindre cet objectif, le sommaire du webinaire, une phase de nécessaire définition, voilà, de savoir exactement de quoi on parle. On va voir que les natures de tests sont nombreux, qu'on a des définitions des fois un peu fausses ou disons un peu floues. Donc voilà, on va reposer en cadrage la définition des différents types de tests. Ensuite, rentrer dans le vif du sujet sur une partie de mise en œuvre. Voilà, concrètement, comment on fait, une fois qu'on a compris ce que sont les tests, c'est une première chose, certes, mais ensuite, il faut pouvoir les appliquer à son équipe, à sa méthode de travail. Donc, on va vous donner justement des clés. Les clés très concrètes portent sur cette partie de question comment mettre en œuvre les tests. Et puis, 2 points ensuite en 3 et 4 importants pour répondre à cette question du retour sur investissement des tests. Est-ce que les tests ont de véritables bénéfices, notamment sur la rapidité, la vélocité d'un projet? Est-ce que c'est une charge supplémentaire? Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire? Est-ce qu'il faut adapter son planning en conséquence? Son planning, son budget, bien entendu, quand on parle de retour sur investissement, on parle aussi d'aspect budgétaire. Donc voilà, deux chapitres où on va regarder un peu concrètement les faits sur ce qu'implique la pratique des tests. Et puis en conclusion, quelques conseils clés également sur l'application immédiate des tests dans vos projets et pour ouvrir également aussi le sujet. Donc, je vais commencer par ce chapitre de définition. Dans le langage du domaine IT, du domaine digital, on a plusieurs types de tests. On a les tests unitaires, les tests de performance, les tests d'API, on parle des fois de linters, de contrôle qualité. J'aimerais, s'il te plaît, Thibaut, que tu puisses nous donner une définition assez précise de ce que sont les tests et de ce qui ne sont pas, peut-être, notamment les tests unitaires et les tests d'acceptance-acceptation qui vont être au cœur du sujet ce matin. Exactement. Alors effectivement, c'est bien que du coup, en haut, on est inscrit un peu différents types de tests qui existent. On en entend beaucoup parler, les tests, bon, le classique qu'on entend, c'est, tout le monde veut en faire, mais reste à faire. Donc oui, on a la notion d'unitaire, on a également la notion d'automatisé ou non, qu'on n'a pas forcément inscrit ici. Parce que ça, du coup, c'est une histoire de, est-ce qu'on le fait exécuter par une machine ou par un humain, finalement? Est-ce qu'on l'automatise ou non? L'idée de test unitaire derrière, d'aller tester donc des petites briques, les plus isolées possibles, de chacune des parties de son application, de son programme, de son logiciel, son site web, ça marche aussi. Là où, l'intégration, elle va plutôt s'orienter sur l'intégration de mon application au sein de son écosystème. Je pense notamment à une application qui serait intégrée au sein de différents SI dans une société. Je sais pas moi, l'interaction avec SAP, l'interaction avec, une GED, pourquoi pas, que vous auriez en interne. L'idée, c'est voilà, de venir vérifier, OK, mon programme en lui-même, mon application,
en elle-même, elle tourne. Maintenant, est-ce qu'elle est capable de travailler avec d'autres applications comme elle est et comme c'est prévu? Puisque du coup, ça, pour le coup, ça dépend pas que d'elle. Hem, on va, trouver également des tests dits d'acceptation, qui, eux, ils vont intervenir principalement en phase de build, justement, en phase de création de l'application où on va définir, OK, en quoi, comment je vérifie que telle ou telle fonctionnalité développée, elle correspond à ce dont j'ai besoin. Donc en fait, on va rédiger, des tests qu'on va réaliser à l'avance, heu, pour vérifier que, que du coup ça correspond bien à ce qu'on a demandé. C'est un peu l'équivalent du cahier de recettes. Alors après, il y a plein de réalisations, il y a de la méthode autour. On là, nous, en tout cas, chez Adimeo, ce qu'on on essaie de pousser vers une démarche qui s'oriente davantage vers du TDD. Alors je ne spoile pas tout de suite, parce que je crois qu'on en parle juste après. Plus que du juste, vérifier un cahier de recettes, en bout de chaîne, ça en fait partie, mais voilà, on travaille également en amont là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les tests de performance, enfin, alors on a fonctionnel, c'est vrai que ça rejoint un peu les tests d'acceptation. On va avoir du fonctionnel automatisé avec, par exemple, du Selenium, on a des outils qui existent, comme ça. On a bien sûr des tests de performance, ça c'est un point je pense qu'on néglige souvent. Bien sûr, on va l'adapter en fonction de l'audience qu'on va avoir. Évidemment, si on s'appelle Google, on a plutôt intérêt à gérer des tests de performance. Si, bon, je vais prendre un cas un peu extrême, je suis sur un petit site vitrine, avec peu de visites. Bon, on va se poser la question de l'effort que représentent ces tests de performance. A priori, si, l'application elle a été faite à l'art, bon, on est plutôt pas mal. C'est toujours bon de le faire. Maintenant, il faut voir aussi à quel prix. Sur les tests de performance, on a possibilité de les automatiser, hein, ça existe également. On a des outils comme, Gatling, par exemple, qui est plutôt pas mal pour ça, qui permet de jouer des scénarios, de simuler des montées en puissance, sur le serveur. Ça permet de vérifier notamment est-ce que le serveur charge ou est-ce que l'application tient? Ça permet de tester différents scénarios de coupure, de, blocs fonctionnels. Les e-commerce s'en servent très souvent. Voilà, et puis, oui, on peut parler d'API, de linter. Donc les linters, ce sont des, comment je peux décrire ça? C'est des petits outils qui servent à interpréter le code, pour, vérifier à l'avance des erreurs de syntaxe, par exemple, principalement. C'est un mot qu'on n'entend pas souvent, je pense parce qu'on est dans la communauté des développeurs, en fait, bien souvent, il est intégré dans nos IDE, dans les outils qu'on utilise pour programmer. Donc, en fait, ça devient naturel pour le coup, et c'est ce qui fait qu'on a un bon IDE derrière pour être efficace, quoi, voilà, pour D'accord. éviter des erreurs bêtes, type, un point virgule oublié en fin, enfin des choses, voilà, c'est des trucs, classiques, quoi, pour le coup. Je OK, vais pas bah, parler des API, mais voilà, on a des outils comme Postman ou ce genre de choses qui permettent de vérifier. L'API, elle va être, les tests d'API vont aller de pair avec les tests d'intégration, parce que généralement, quand on parle d'API, généralement, l'objectif, c'est d'aller communiquer avec d'autres SI. Et donc du coup, ça va nous permettre justement de vérifier est-ce que les autres SI répondent? Donc ça, est-ce que nous, on fonctionne vis-à-vis d'autres SI? Donc là, ça va être orienté API. Bah, je me suis un peu égaré, je ne sais pas si ça répond un peu à tes non, questions, non, tu t'es pas égaré, ouais, tu as donné une définition quand même assez précise de différents termes, hein. On voit qu'ils sont assez nombreux. On va de toute façon, dans ce webinaire, se consacrer à deux types de tests qui sont importants et qui sont à mon avis vraiment capitales dans cet enjeu de ROI, et notamment aussi dans la pratique du développement, dans sa méthodologie. Ce sont les tests unitaires. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi unitaire? Moi, c'est toujours est-ce que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, de unit testing, ou est-ce que ça a un sens non, non, aussi pas dans le du tout. français? Pas du tout, même si, on a tendance à, enfin tout est une question de granularité. À la base, effectivement, si on prend la définition même de unit ou de unitaire, l'idée, c'est de venir tester une petite brique, mais on va jusqu'à tester une fonction du code, finalement. Ou même D'accord. carrément une instruction. D'ailleurs, c'est la démarche qu'on a dans le TDD, dont on parlera juste après, je pense, de se dire: «Tiens, pour une ligne de code, j'ai un test». Bon, ça, c'est la version, idéale. Maintenant, dans les tests unitaires, on va également intégrer peut-être
des enchaînements. En fait, on va faire des enchaînements de tests finalement, donc des enchaînements d'instructions parce qu'on a envie de voir, de tester des petites chaînes, des petites difficultés, hein, dans la réalisation de ces tests, c'est à quel point je teste unitairement mon code, donc à quel point je teste chaque ligne de code et je fais un test pour chaque. Bon, ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça va dépendre vraiment de est-ce qu'on est sur une règle métier. Si ma fonction, le but, c'est de faire A plus B, bon, bah, ça a un sens parce que cette règle métier, elle a un sens dans mon application, donc je vais aller la tester. Heu, je vais avoir d'autres cas où je n'ai pas forcément d'exemple en tête où ça n'a pas forcément de sens d'aller tester ça. On va peut-être plutôt on va peut-être plus faire un enchaînement de fonctions et vérifier le résultat et ça suffira. Hem Et il y a également surtout des fonctions qui vont être déjà testées par des frameworks, par exemple. On n'a pas forcément besoin de retester. Le fait d'utiliser ce framework fait qu'on s'appuie déjà sur une certaine fiabilité. Donc, voilà. Dans l'unitaire, si vous parlez à un développeur, il va avoir plutôt tendance à penser automatisé parce Mmh. que généralement, Oui, c'est du code qu'on vient tester. Donc on va utiliser alors on en a plein d'extensions. Nous, chez Adimio, on travaille beaucoup en PHP. Vous faites du Java, il y a JUnit. On a plein de dérivés comme ça, vous mettez l'abréviation du langage et puis Unit derrière, enfin ça a été un peu dérivé partout. Je crois bon, je vais pas te dire de bêtises, moi je dirais que j'ai commencé par JUnit et puis après j'ai découvert PHP-Unit, mais je me demande si JUnit derrière, il n'y a pas eu quelque chose qui existait en C, de ce côté-là. Enfin, tout remonte au C, donc a priori, ça doit être passé par là. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'une machine, dans l'idée qu'on a dans les tests unitaires automatisés, c'est que ça soit une machine qui déroule ce test, parce que c'est très barbant à faire à la main. Surtout que si on d'accord. modifie la moindre ligne de code, bah, en théorie, on est censé tout repasser comme test. Donc autant avoir une machine qui le fait pour nous, ça prend quelques secondes et au moins c'est testé en continu, ça permet de tester la moindre régression. Et donc Alors le ça, pourquoi on unitaire, va c'est parler pardon, vas-y? ah, Oui? pardon. Oui, on va parler de l'automatisation. En tout cas, nous, Ah pardon. c'est de cette Ouais. façon on le propose à nos clients, Et donc le pourquoi le je unitaire permet, je finis là-dessus, il permet en fait de dire qu'en cas de défaillance, bah, parce qu'on a une granularité assez fine, ça nous permet de repérer très facilement qu'est-ce qui a cassé. Si vous faites un test, on-off, je sais pas moi, sur une série d'ampoules connectées chez vous, vous avez, toute une série d'ampoules. Il y en a une qui vous avez peut-être connu par le passé des guirlandes de Noël, qui étaient montées en série et pas en parallèle. Quand vous aviez une lampe, qui grillait, bah, vous étiez bon pour les tester tous une par une parce que vous ne saviez pas laquelle c'était. Alors que si on avait un test sur chaque lampe, bah, on est capable de dire: «OK, laquelle est grillée et donc laquelle on va remplacer, quoi, ou corriger». ah, cette métaphore est très bien, effectivement. Voilà. OK, merci pour cette définition d'unitaire. Moi, j'ai une 2e question aussi liée à du langage. Alors là, Mmh mh. peut-être, tu tu vas me détromper plus rapidement sur le fait de plus utiliser le terme acceptance. Qu'est-ce que c'est cette Oui. notion acceptance, acceptation? En fait, c'est un anglicisme tout bêtement, ça vient de D'accord, on a mélangé, l'acceptation avec, enfin, c'est de l'anglais quoi, pour le seul c'est de l'anglicisme qui se dit pas en français. On le rencontre souvent, voilà, acceptation, acceptance, c'est pareil. Acceptance, ça existe pas, mais enfin en français, mais voilà. Bon, à la limite, si vous le voyez dans un terme, ça voilà, vous comprendrez que c'est un test d'acceptation et non pas un test d'acceptance. et alors, comment tu définis ces tests d'acceptation? À quoi servent-ils? Donc j'en parlais tout à l'heure, on va principalement les utiliser, lors de la phase de construction ou d'évolution, enfin pour les évolutions. L'idée étant de décrire une fonctionnalité et d'y associer un ou plusieurs tests, plusieurs c'est mieux, qui permettent de valider que le résultat correspond à ce qui a été demandé. Et donc là, on est au niveau fonctionnel généralement, hein. On va être au niveau fonctionnel. Je prends un exemple, parce que j'ai payé, mon panier, alors, je dois avoir, ma commande qui doit apparaître dans mon historique de commande, par exemple. Très Bah, bien. voilà, mon test, la fonctionnalité décrit que, une fois que le panier est payé, le client, sa commande est en attente. Mais on va aller vérifier un petit peu ce qui gravite autour. Et surtout, l'intérêt des tests d'acceptance, c'est d'aller également faire des tests aux limites.
Notamment de dire, bah, tiens, je teste dans le cas où mon paiement est refusé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis censé avoir comme résultat? Et souvent, on a tendance à négliger ces tests aux limites. Ils sont plus difficiles à obtenir. Alors plus difficile, enfin, côté développeur, c'est très facile pour nous d'aller chercher, d'aller essayer de trouver un peu le système aux limites. En plus, on aime bien ça en ingénierie, on aime bien aller tester un peu les systèmes. Ça va être aussi dans des formulaires, on va s'amuser à aller mettre des arrobas, des backslash, ce genre de choses pour voir un petit peu, comment se comporte le système avec des cas un petit peu étriqués. Mais voilà, et l'idée c'est dans les tests d'acceptance, c'est de venir décrire ça, pour décrire quel comportement on s'attend à avoir sur le système. Et ensuite, quand on le teste, bah, si on vérifier qu'on a bien ce comportement-là. Que le comportement est acceptable. Voilà, Voilà, exactement ça, c'est ça, d'où le mot. Ok, donc dans ces définitions, les deux tests que l'on va vraiment détailler ensuite dans la partie méthodo, unitaire très proche du code source, on teste une petite unité C'est de ça. code technique, une fonction, une classe, et côté acceptation, on teste plutôt un scénario métier, quelque chose déjà de beaucoup plus complexe et de proche de l'utilisateur. Exactement, c'est ça. Alors, on va voir comment mettre en œuvre ces tests. Voilà, maintenant qu'on a la définition, au moins de ces deux-là, hein, c'est vrai que voilà, on ne reparlera plus de tests de performance, de linter, d'API, qui sont d'autres types de tests. On va se consacrer sur les deux, unitaires et acceptance. Mais regardons comment les mettre en œuvre. Et au-delà d'un aspect technique, un aspect outil dont on va parler un tout petit peu plus tard, est-ce que ça a un impact méthodologique et comment toi tu vois et comment tu pratiques avec ton équipe d'un point de vue méthodologique les tests? Comment ça se passe? Alors, d'un point de vue méthodologique, comment ça alors c'est bien que tu me demandes, comment ça se passe avec mes équipes parce que c'est finalement ce qu'on pratique. Je pense, bah, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors on aime bien travailler en agile, chez Adimeo, mais même sans forcément travailler avec de l'agilité, on essaye de garder la même logique derrière. C'est-à-dire qu'on va découper, on va découper le besoin utilisateur en réponses, en briques applicatives, en petites briques applicatives et en petits incréments, fonctionnels. Je parle d'incréments parce que du coup ça marche bien avec agile Mmh. pour le coup. Même en forfaitaire, à la limite on peut raisonner. Donc l'idée, c'est de dire que pour chaque incrément fonctionnel, je vais avoir ma spec, mais je vais également l'associer avec des tests d'acceptation. Ces tests d'acceptation, il y a une méthodo que j'aime bien utiliser, qui marche très bien, qui est inspirée de l'outil qu'on utilise, qui est enfin, on a un gabarit qui marche bien, qui est de dire, étant donné tel utilisateur, lorsque je fais telle ou telle action, alors je m'attends à tel résultat. Ce gabarit de étant donné, lorsque, alors, moi j'aime bien l'utiliser parce que du coup, il nous force à être assez pragmatique sur le test et non pas faire un test trop large qui est de dire, bah, en gros, le test, c'est ça doit marcher. Bon, ça veut rien dire concrètement de faire ce genre de test parce que ça veut rien dire. Donc, on va plus décrire, OK, lorsque je fais ça, je m'attends à ce que ça. C'est ça qu'on a une cause et une conséquence. Et ça, c'est plutôt intéressant. Du côté unitaire, plus orienté, donc comme tu disais, plus proche du code source, ça va plus à la charge des développeurs principalement, mais ces tests unitaires, ils vont être beaucoup plus pertinents s'ils sont basés sur des tests parce que du D'accord. coup, ça va nous aider. Je dis pas qu'on va avoir un test unitaire pour un test d'acceptation. Par contre, ces tests d'acceptation, ils vont venir alimenter, le pool d'idées finalement de qu'est-ce qu'on va tester unitairement. Et puis, si on voit notamment qu'on a un product owner, un chef de projet qui, dans ses tests d'acceptation, il tourne beaucoup autour d'un même sujet au niveau du test. On sent que c'est important pour lui. Ça permet aussi de voir un peu, tiens, c'est marrant, j'ai, sur les 20 tests d'acceptation, d'une évolution, là, j'en ai 10 qui tournent vraiment autour du même petit sujet. C'est qu'a priori, enfin, ça va mettre du poids sur, OK, ce truc-là, a priori, c'est important pour le projet. Dans l'équipe IT, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours, facile d'appréhender, quelle est la partie la plus importante. Donc moi, enfin, naturellement, si je vois 10 tests, enfin, je vois la moitié des tests sur une même fonction, je vais aller, peut-être rajouter plus de tests unitaires dessus pour justement, pour sécuriser du coup cette partie-là. D'accord.
Alors, finalement, c'est vraiment un travail, le testing, qui est entre les mains des développeurs, hein. C'est vraiment dans la phase d'implémentation que la charge se trouve en majorité. Alors, je dirais pas fait ça. Pour moi, c'est pas que dans les mains des développeurs pour le coup, ça va être justement comment dire? Je vais y arriver, une cohésion entre les 2, entre l'équipe et justement le chef de projet slash product owner. D'accord, et le métier. Parce que le product owner, c'est lui qui va insuffler finalement à travers ces tests d'acceptation, c'est lui qui va insuffler le mouvement finalement des tests. Et les développeurs, bien sûr, eux, ils vont tester leur code, mais en fait, ils vont vite être à court d'idées de tests parce qu'à part tester enfin, ils vont avoir des tests très basiques, applicatifs, du style est-ce que mon formulaire se renvoie. Enfin, ça va être sur des notions très techniques pour le coup, qui n'apportent pas spécialement de valeur pour le client. Alors que les tests Ok, d'acceptation, oui. Et donc, si les tests unitaires découlent de ces tests-là, c'est là où ils prennent de la valeur pour le coup. ok, très bien. Bon, d'ailleurs, on va en parler, mais je trouve ça hyper intéressant, voilà, d'affirmer dès maintenant que le métier est impliqué dans cette partie testing. Et on va Ouais, voir c'est à quelle important. phase justement du projet on gagne, on a des bénéfices à faire des tests. Mais tu as raison, c'est bien au niveau de Euh, et c'est bien au niveau de l'implémentation que ça se passe quand même. Donc, d'où ce rapprochement entre les deux équipes dans cette phase. exactement. Euh, pour concrétiser un peu les choses, au-delà des aspects conceptuels de la méthodo, quelques outils dont tu peux nous dire des choses qu'on utilise chez Adimeo ou pas, ou Ouais, 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 c'est bah, on en parlait tout à l'heure au niveau des frameworks. On utilise beaucoup Symfony chez nous. Bah, effectivement, enfin, on a des tests, enfin, on a des tests, c'est même pas nous qui les avons, c'est justement, le framework Symfony embarque des tests sur ses propres fonctionnalités et heureusement, c'est ce qui fait aussi sa fiabilité. On va avoir des outils comme Biat également qui interviennent, Codeception. Donc tout ça, c'est des frameworks de tests qui nous aident qui nous créent un gabarit. Je prends Symfony, ce que je connais bien. Bah, en fait, on a des classes qui implémentent, dont on hérite finalement pour venir compléter les tests, la batterie de tests qui est lancée. Alors évidemment, enfin, euh, quand un framework embarque des tests, on n'a pas forcément besoin de rejouer ces tests parce qu'on utilise un framework en tant que produit. Donc c'est plutôt Symfony qui va garantir lorsqu'il sort une version que ces tests sont passés. On n'a pas besoin, nous, de tous les rejouer. Heureusement, pour le coup, c'est comme si quand vous avez une voiture, vous ne retestez pas que. Enfin, si quelqu'un vous êtes allé chez le garage, il vous a dit OK, c'est bon, vous n'allez pas retester à chaque fois que vous démarrez si OK, c'est bon pour le coup. Euh, Là, on a parlé de PHP Init dans le runtime. Donc ça va être ce qu'on va venir implémenter justement pour compléter ces tests. On a du Selenium. Je ne me souviens plus du logo. Ça doit être Selenium, ouais, pour le coup. c'est C'est le logo Selenium, de tout à Selenium. fait. Ouais, Ouais, bah, je connais, c'est ça. Donc Selenium, il va être beaucoup plus orienté test fonctionnel. Donc très bien pour ça. On va venir faire également du test au niveau alors je vais utiliser le terme intégration, mais au sens IT, donc au sens développeur, donc toute la partie HTML, CSS, vérifier que du coup le rendu correspond bien à ce qu'on veut. Euh, voilà, on a quoi on parlait des syntaxes. Ah, tiens, les mocks, c'est un point très important. On va vouloir faire du test d'intégration. On parlait d'intégration avec. Ben, si vous voulez, je parlais d'une jet tout à l'heure, vous voulez vérifier que vos documents, enfin, dans votre SI, quand vous envoyez des documents dessus sur votre application, les documents partent dans votre outil. Bon, ça veut dire quoi? Du coup, vous ne pouvez pas tester cette fonctionnalité tant que vous n'êtes pas branché à la jet. Ça, c'est un problème. Donc, du coup, ce qu'on va créer, ça s'appelle des mots, des bouchons. En fait, on va simuler une jet qui va nous dire, OK, je prends ton document, je le valide et OK, c'est bon. On va pas tester la partie jet, on va juste vérifier enfin, on va simuler une réponse positive pour le coup, parce que c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Et puis voilà, Ok, pour Jenkins, du coup, c'est une partie qui permet, enfin, en gros, c'est un robot qui permet de jouer, vérifier qu'il passe bien pour le coup. ok. Rapidement, définition entre TDD et BDD, c'est des choses qu'on entend souvent dans le domaine du test. Et quel est celui qui a ta préférence? Alors j'aime beaucoup.
même fait, si c'est un idé enfin, je le vois comme un idéal qui est difficile à atteindre. Donc le TDD, c'est une évolution du test first design qui était de dire, je commence par faire un test et ensuite, je code la fonctionnalité. Donc j'aime beaucoup cette approche-là. Je pense, enfin, ça colle bien avec ce qu'on a dit sur les tests d'acceptation. Le TDD, il va plus loin en disant, chaque ligne ligne de code, on doit avoir un test et c'est même l'inverse, c'est on fait un test et ensuite on fait chaque ligne de code. C'est un peu la règle et et bon, quand on a des contraintes de budget, de planning, c'est difficile de respecter ce précepte-là. Donc ça, en plus, ça va dépendre si vous êtes sur un éditeur de logiciel investir. sur ça. Si vous l'êtes pas, voilà, effectivement, entre deux, pour que ça marche. Ok. Ok, mais merci, écoute, pour ces définitions et ces concrétisations. Maintenant que on comprend mieux cet univers des tests, moi, je vais reprendre un peu ma casquette de vendeur, de commercial ou d'avant-vendeur, voilà, sur délivrer en avance de phase le meilleur conseil à mon client pour qu'il achète la bonne prestation. Effectivement, pratiquer les tests, a priori, dans l'absolu, c'est une bonne pratique. Mais moi, la question que je vais poser à mon équipe technique ou que mon client va me poser, c'est voilà, combien de temps déjà ça me prend en plus, sans parler d'argent, même si voilà, il y a le corollaire. Est-ce qu'il y a un impact sur le projet? Donc moi, j'ai collecté déjà des éléments de réponse, un peu dans la littérature, dans des choses qui se sont publiées sur la pratique des tests, notamment des tests unitaires, mais aussi des tests d'acceptance. Et si on regarde une sorte de timeline de la production d'un développeur, voilà, il doit comprendre ce qu'il doit développer, acquérir la spécification, penser un peu à son code, comment il va l'architecturer d'un point de vue micro, est-ce qu'il fait une classe, est-ce qu'il hérite d'une classe, il fait une abstract, il fait un trait. Ensuite, il écrit son code, c'est ce qu'il préfère faire. Il fait une vérification usine, c'est-à-dire que bah, voilà, il exécute le code qu'il vient d'écrire, il regarde si a priori ça marche, et puis il ajuste, il met en conformité. Donc ça, c'est une approche assez basique, je dirais, du développement, et on voit que dans cette timeline, il n'y a pas de pratique de test unitaire. Si on intègre le test unitaire, qu'est-ce qui va se passer en plus? Bah, au-delà de l'acquisition de la spécification, de la compréhension de ce qu'il faut faire et de la façon dont on va le faire, bah oui, il y a un test à écrire. Et on voit là dans cette partie orange, bah, ça rallonge sensiblement le temps de travail parce que euh, l'écriture du code concret ira pas plus vite, mais il y a quand même le test à écrire. Et je dirais que, notamment quand on débute, bah, il faut savoir qu'est-ce qu'on teste, comment on écrit l'assertion, comment on fait son mock-object. Donc, ça demande un peu d'effort intellectuel et surtout, ça demande aussi un moment du temps de production. Là où on va gagner quelque chose à une échelle locale quand on pratique le test unitaire, ça, toutes les expériences le prouvent, c'est sur la mise en conformité, c'est-à-dire que si on a un test, on a moins de chances d'avoir des non-qualités, des bugs, donc on va plus vite aux sorties de l'atelier de production et de la vérification de son code à un niveau usine à se mettre en conformité. En revanche, sur cette phase d'implémentation, ben, on le voit, on le constate, là, beaucoup d'expériences le démontrent aussi, qu'on n'a pas de gain significatif, voire même avec le test unitaire, on est un peu plus long. Alors, je relativise parce que les données que j'ai collectées, en fait, prennent en compte des configurations d'équipes de développeurs assez différentes. On n'a pas toujours le même niveau de seniorité et d'expérience en termes de pratique du test. Mais voilà, ici, c'est une sorte de généralité qui se dégage. Donc, là, a priori, sur ce point, le pari du retour sur investissement, il n'est pas remporté. Alors, en fait, il faut regarder le test unitaire à une autre échelle, enfin, surtout à une autre étape du projet qui est importante dans un projet. Voilà, on ne fait pas que de l'implémentation initiale, on fait aussi, et souvent, et sur une durée de vie longue d'un projet, de plusieurs années, on fait du refactoring, on fait de la maintenance, on fait de l'évolution fonctionnelle et technique. Et c'est là où on va gagner effectivement à la fois de façon locale, puisque le test
étayant le code, on va lutter beaucoup plus facilement contre les non-conformités, contre les régressions et contre les effets de bord. Donc, c'est vraiment sur cette phase du projet, qui est peut-être la deuxième phase, la phase plutôt de run plutôt que la phase de build, où on va gagner un temps significatif. On parle, ce que j'ai pu lire, c'est entre 15 et 20% de bénéfices sur ce temps de production sur des actions de refactoring ou de maintenance. Et ça, on va le gagner N fois, puisque on va avoir plusieurs chantiers, plusieurs séquences de mise à jour, pardon, sur plusieurs années d'exploitation du projet. Thibaut, pendant que je m'éclaircis la voix, est-ce que tu as un commentaire à apporter? Non, non, je suis avec toi pour le coup, c'est de l'investissement, et effectivement, sur tous les projets que j'ai vu passer, ça paye. Pour le coup, ça paye Ok, pas dans le futur et à l'inverse, ça casse si on l'avait pas fait au début, quoi. ok. Donc là, je pense que c'est important à bien noter pour nos auditeurs, c'est que c'est un investissement. Voilà. Initialement, il y a un coût à payer, il y a un ticket d'entrée, mais il y a un retour sur investissement dans une phase beaucoup plus importante du projet. Pour les tests d'acceptation, alors là, effectivement, c'est encore peut-être plus marqué, c'est-à-dire que si on ne fait pas de test d'acceptation, il n'y a pas de temps à passer à l'écriture de ces tests. Donc, on a dit qu'on a impliqué en plus le métier, on implique plusieurs ressources. Donc, disons que voilà, il y a zéro bénéfice immédiatement à l'implémentation à faire des tests d'acceptation. Ça prend a priori 100% plus de temps, deux fois, trois fois, parce qu'il faut les écrire, ces tests d'acceptance, et ce n'est pas forcément trivial. Il faut bien comprendre la spécification et il faut avoir la compétence technique pour le faire. Euh, En revanche, en termes d'implémentation, oui, déjà sur les tests usines, les développeurs sont aidés. Ils ont des tests automatiques déjà écrits, ils n'ont pas à repenser les choses. C'est la machine qui leur dit s'ils ont bon ou s'ils n'ont pas bon. Ils ont moins de vérification manuelle à faire. Donc là, on a un gain de productivité et de vélocité, donc de coût, qui est déjà très important, de l'ordre de 80%. Et en phase de recette, puisque on a des tests qui racontent des stories, qui apportent des choses qui vont être testées de façon métier et fonctionnelle en recette, je dirais qu'on va aider beaucoup la personne qui fait la recette en jouant ces tests. Alors ça ne dispense pas d'un contrôle humain, mais en tout cas, ça va beaucoup l'aider à exécuter plusieurs fois les mêmes choses, à retester avec différents paramètres les mêmes conditions de test. Donc voilà, là on a des gains vraiment très très importants sur la partie test d'acceptation dans la phase d'implémentation, dans la phase de recette, sur les opérations de test. Thibaut, tu as quelque chose à ajouter sur cette partie? Non, non, en phase aussi pour le coup, je suis d'accord. Donc, les bénéfices des tests en conséquence de ce gain de productivité, est-ce que ça a un gain d'un point de vue financier ou est-ce qu'il faut vraiment augmenter son budget? Alors, on a déjà un élément de réponse puisqu'on a dit voilà, que au départ, sur la partie d'implémentation, oui, a priori, il faut augmenter son budget. Il y a plus de temps à passer. Je sais que nous, on applique des ratios, par exemple, sur un jour de développement, il y a une partie qui est consacrée au testing. Pour les tests d'acceptation, il faut presque même les évaluer comme des écritures de spécifications fonctionnelles détaillées, voilà, techniques. Donc oui, il faut augmenter son budget. En revanche, là où on a normalement un gain, je dirais, sur le devis final, c'est sur toutes ces non-qualités qui n'auront pas lieu avec les tests. Là, on va gagner du temps en termes de recettage. Et surtout, là, on va gagner en phase d'exploitation, en phase de run. On va s'épargner tous ces coûts des bugs. Thibaut, est-ce que tu peux commenter rapidement ce graphe que tu m'as fait Le graphique découvrir? parle bien de lui-même. Effectivement, là, on le voit, hein,
à 85% des bugs sont trouvés dès l'écriture du code. Bon, voilà, il y a des développeurs voilà, il y a les développeurs qui testent, il y a le métier qui teste également. Et c'est vraiment là où il faut vraiment mettre le paquet sur les tests, parce qu'une fois que c'est en prod, c'est là où justement le manque de tests se fait sentir, s'il n'y en a pas eu assez, et c'est surtout là où bah, ils sont les plus coûteux, quoi. Les éventuels bugs sont les plus coûteux, du coup, et à corriger, et en termes de qualité de service, de perte de chiffre d'affaires, enfin, on a des conséquences qu'on connaît, quoi. Ouais, parce que quand on est en production, c'est une affaire sérieuse et on ne peut pas interrompre un service ou ne pas satisfaire ses clients. Donc, à l'échelle globale du projet, oui, on a un gain de temps global, notamment pour les activités à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire celles où le métier doit se prononcer, doit évaluer la pertinence d'une fonctionnalité qui est mise en place sur un site, sur une application. Voilà, ça peut laisser du temps justement pour faire d'autres types de tests, alors qui s'appellent tests aussi, mais qui sont pas de la même nature. C'est tout ce qui va être test UX, des tests AB pour valider qu'une interface est bien ressentie par les clients, qu'elle est bien utilisable, etc. Donc ces activités à forte valeur ajoutée, ouais, on peut les prioriser par rapport à des activités plus techniques. Voilà, hein, la technique est un mal nécessaire. Je suis désolé Thibaut de l'affirmer, mais c'est c'est euh, c'est peut-être ainsi. Et puis des gains de qualité. Alors là, je trouve que ça se produit à toute l'échelle du projet. Meilleure Mmh. compréhension de la spécification. Ça, je pense que les développeurs, ils sont eux-mêmes sensibles parce qu'il y a Clairement, ouais. souvent des difficultés à bien comprendre quand on est développeur ce qu'attend le métier. Euh, une meilleure approche de la micro-architecture. Donc, on aide aussi le développeur. On a un code qui est beaucoup plus maintenable parce qu'il est étayé par des tests. Et puis, à la fin, on a une meilleure conformité du livrable, à la fois dans la livraison initiale, mais aussi dans toute la phase d'exploitation, quand on va maintenir, quand on va faire évoluer. Moins de régression, moins d'effets de bord. On ne dit pas zéro, mais on peut idéalement tendre vers cet objectif, voilà, de zéro non-qualité. Et donc si je Avant si de je peux passer à la compléter, conclusion, si tu veux. je peux juste compléter sur ce bilan. Ce que tu mets dans les gains de qualité, ça fait beaucoup écho au BDD dont on parlait tout Private Development, qui est pas incompatible avec le TDD, hein, pour le coup, mais justement l'approche BDD, elle pousse justement à avoir cette collaboration entre les développeurs et les métiers, justement, dans le but de gagner en compréhension, du coup d'avoir des tests plus pertinents, comme on en parlait tout à l'heure, d'avoir donc une meilleure architecture. Enfin, ça reprend tous tes gains de qualité, pour le coup. Ok, merci pour ces précisions. Donc là, nous arrivons à la fin du webinaire. Les conclusions importantes. Moi, mon premier conseil, c'est quelque chose que j'ai lu, quelque chose que j'ai entendu de la part des développeurs. Le côté lien justement avec la technique, le test, ça aide à mieux comprendre le métier et l'application. Donc, les spécifications, qu'un chef de projet, qu'un analyste développeur a pris le soin de rédiger, bah, essayer de les valoriser à travers du code source, même si c'est du test, même si c'est du code source pour des tests, ça lui donne une vraie valeur et ça permet de mieux coordonner la partie métier et la partie technique. Deuxième conseil, impliquez vos clients. Je l'ai dit, ouais, moi j'ai la charge de vendre les tests à mes clients. Ouais, il n'est pas question qu'à un moment ils servent des tests en me disant ça ne sert pas à grand chose, c'est pas du très concret, donc j'en veux pas et je demande une remise en conséquence. Non, il faut voilà, démontrer que la démarche des tests elle est rationnelle. Elle permet, certes c'est un investissement au départ, mais elle permet de gagner du temps et surtout de la qualité dans des phases ultérieures du projet. Et on l'a dit, notamment à travers les tests d'acceptation. Je vais arrêter de dire acceptance, c'est promis. Euh, le business, donc ça peut être un product owner, c'est pas forcément le chef de projet ou le proxy product owner, ça peut être directement le product owner chez votre Mmh, client qui mmh. lui-même va pouvoir s'impliquer dans les tests, les rédiger, les formaliser, les exécuter et en avoir les bénéfices, notamment en phase de recette.
J'avoue que quand on a des clients qui recettent avec des tests automatisés, ils sont bien contents de ne pas refaire 50 fois le même truc fastidieux, à cliquer en haut à droite. Et voilà. Troisième conseil, effectivement, ça demande aussi un effort, c'est de couvrir au maximum son code source avec des tests, son code source et ses fonctionnalités. Essayer d'avoir le maximum, c'est ouais, un vœu un peu pieux, mais on peut être aussi un peu opportuniste. Soyez vigilant également quand il y a un bug qui revient assez régulièrement. Euh, c'est l'opportunité de créer un test qui va vraiment étayer, colmater la fuite pour voilà, que ce bug un peu trop fréquent ne ressurgisse après. Donc voilà, la couverture en test, cet investissement qu'on fait dans l'écriture des tests, c'est un mix entre les deux, c'est essayer de viser une couverture optimum et saisir les opportunités en fonction des capacités à produire et de la vélocité qu'on veut atteindre. Mmh. Comment peut-on vous accompagner sur ces tests? Aujourd'hui, c'était vraiment simplement une façon de découvrir et de préciser certaines choses, de vous donner envie d'aller plus loin. Bien entendu, par de la formation, hein, on est tout à fait capable de faire un transfert de compétences vers vos équipes, que vous soyez aussi une ESN à produire des projets digitaux pour vos clients, ou que vous soyez éditeur ou pour des besoins internes, donc sur des aspects à la fois méthodologiques, mais des aspects aussi très pratiques. Sur les aspects justement pratiques, si vous avez même déjà un niveau en testing, on peut vous coacher, vous faire monter en compétences, vous redonner les bons outils, vous aider à aller sur de nouveaux types de tests, à aller plus loin avec les tests, à vous aider également à les vendre en interne ou en externe. Hein, je mets des guillemets autour de vendre, mais voilà, à faire adopter la méthodologie. Et puis, on peut vous aider aussi très concrètement à faire de la mise en œuvre, notamment avec de l'installation, du paramétrage d'outils, que ce soit de l'intégration continue, les frameworks de test, les outils de test, les mettre en œuvre pour vous et vous former également à leur utilisation. Voilà, j'ai terminé. Thibaut, est-ce que tu veux donner un mot de la fin, un conseil aussi, toi, de ton point de vue technique? Écoute, là comme ça, non, je t'avoue ça rejoindrait les conseils que tu as donnés, précédemment justement d'essayer de faire la meilleure couverture dès le début. Le 100 est dur à atteindre, hein, mais à la Oui, limite, vous serez toujours bien à 99 plutôt qu'à 0, donc donc autant essayer de faire au mieux et particulièrement lorsqu'un bug se produit, faire un test directement, hein. Je pense que ouais, c'est la bonne voie. ouais, sur le coup, vous C'est aurez le l'impression de réflexe. prendre plus de temps pour corriger le truc, mais dans 6 mois, vous serez bien heureux de l'avoir fait pour le coup. Ok, merci Thibaut pour tout ça. Avant de passer à des questions et à des réponses surtout, voici les prochains webinaires qu'Adimeo va animer, va diffuser sur des choses techniques. Adimeo a une très forte expertise et un savoir-faire sur Drupal. Et on aura donc le 7 décembre une présentation de Drupal 10 et des différentes nouveautés qu'apporte cette nouvelle version du CMS. Merci à toutes et tous. Passons aux questions, s'il y en a. Je Donc vous on avait une écoute. première question du coup de Thomas Pasquier, sur la chaîne de production des tests. Donc c'était le slide, attends, je vais retrouver, c'était, sur le numéro 15, si tu en arrives à je défile, je me permets. Vas-y, écoute, C'était ici, je crois, voilà, il avait posé une question ici. Ne serait-il pas vrai d'avoir une flèche lien entre code source et test unitaire? Selon moi, on teste un mix P plus code. Oui, c'est vrai, hein, le test unitaire sont produits en même temps, si ce n'est avant que le code source. Tout à l'heure, le test unitaire, notamment quand il est automatisé, c'est du code source finalement.
Donc oui, tout à fait. Là, l'idée, c'était de simplifier un peu le schéma, d'avoir voilà, de montrer un peu que les tests viennent en sandwich sur le code source pour justement bien le diriger vers un build et une recette réussie. D'autres questions? À la fois méthodologiques, techniques, d'expérience, sur la façon dont on a pratiqué, on pratique les tests chez Adimeo, si vous souhaitez des retours d'expérience. Exactement. Si besoin, on peut aussi vous donner la parole. Bon, je ne sais pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre attention. Vous savez que le webinaire sera disponible en replay. Surveillez également aussi les contenus sur le blog technique d'Adimeo, où on va parler du test. On lance toute une campagne de publication sur le test là, sur les prochains mois. Et voilà, je vous invite à nous rejoindre pour d'autres webinaires à d'autres occasions. Merci N'hésitez pas beaucoup. également à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Comme ça nous permettra de voir aussi comment on peut améliorer les futurs et puis Également. apporter des clarifications. Il y a un questionnaire de satisfaction voilà, qui va vous être adressé. Merci, bonne journée. Au revoir à Merci à toutes et tous. tous. À Au bientôt. Au revoir. revoir.